Bonjour et bienvenue à cette première vidéo. C'est la première vidéo de cette chaîne qui va être dédiée à des cours de SVT, étant moi-même en licence de SVT pour devenir enseignante de SVT. Et au vu des conditions actuelles, pas mal d'élèves ne peuvent pas aller à l'école ou ne peuvent pas y aller dans de bonnes conditions. Du coup, j'ai voulu créer cette chaîne pour pouvoir aider ceux qui ne peuvent pas aller à l'école et qui voudraient faire des cours à la maison. Aujourd'hui, j'ai choisi un thème de géologie qui sera la subduction et qui est un mouvement de convergence, donc avec deux éléments qui se rapprochent. La prochaine vidéo sera sûrement sur de la biologie, mais je n'ai pas encore choisi le thème. Si jamais vous avez des propositions, vous pouvez me le mettre dans les commentaires en dessous. Du coup, j'ai divisé ce cours en 3 plans. Nous verrons tout d'abord la subduction entre une plaque continentale et une plaque océanique. J'ai ensuite choisi de traiter de la collision continentale, qui peut entraîner une subduction continent-continent, mais ce n'est pas obligatoire. Et enfin, nous verrons l'impact de la subduction sur le fonctionnement des dorsales océaniques. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, nous allons commencer par la subduction entre une plaque continentale et une plaque océanique. Donc c'est un processus qui implique que la plaque tectonique océanique va plonger sous la plaque continentale avant de s'enfoncer dans le manteau terrestre. Ça sera toujours la plaque océanique qui va plonger sous la plaque continentale car elle est plus dense. Cela se produit lorsque la lithosphère océanique devient plus dense en refroidissant et donc en s'éloignant de la dorsale. Comme nous le voyons ci-dessous, la dorsale, donc c'est l'endroit le plus chaud, et plus on va s'éloigner de cette dorsale, plus le flux de chaleur va diminuer, ce qui va entraîner donc une densification de la lithosphère océanique. Nous rappelons que la lithosphère océanique est composée de la croûte océanique et d'une partie supérieure du manteau, appelée le manteau lithosphérique. Donc au début, au niveau de la dorsale, on voit que la lithosphère océanique est moins dense que la sténosphère. Du coup, comme elle est au-dessus, il y a un équilibre. Cependant, quand on s'éloigne beaucoup de la dorsale, on voit qu'il y a 3,4 en densité de la lithosphère océanique, alors que la densité de la sténosphère qui est stable est à 3,25. Du coup, c'est ce qui crée un déséquilibre et qui va engendrer le début du plongement de la lithosphère océanique. Une fois que ce plongement est initié, il va y avoir un changement des roches, ce qui va entraîner une traction gravitaire, car on va former des roches qui seront très denses, que nous allons détailler juste après. Donc toujours dans la partie subduction continent-océan. Donc maintenant que notre plongement est initié, la plaque va pouvoir induire la transformation des roches que nous avons vues précédemment sous les modifications de pression et de température. Donc on va passer à différents changements. Il y aura le faciès schiste vert, puis schiste bleu, et enfin éclogite. Ces éclogites, elles sont très denses, ce qui va être le moteur dominant du plongement de la plaque, donc avec la force gravitaire vue précédemment. Ces éclogites, elles vont relâcher de l'eau dans le milieu extérieur, et elles vont hydrater les péridotites du manteau, ce qui va créer une fusion partielle de ces péridotites, et créer du magma. Ce magma va percoler vers la surface terrestre, donc il va passer dans tous les petits creux du sol, et ça va induire un volcanisme en surface. Le magma des zones de subduction est acide, donc très visqueux et gazeux. Cela va induire un volcanisme qui sera explosif. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, qui est la collision continentale, et qui peut possiblement induire une subduction continent-continent. Donc du coup, c'est un processus qui implique qu'une plaque tectonique continentale plonge sous une autre plaque continentale avant de s'enfoncer dans le manteau terrestre. Le continent qui va chevaucher arrache successivement la croûte du continent en cours de subduction. Cela va engendrer des écailles qui s'empilent par en dessous, ce qui va épaissir le continent et créer ainsi une montagne appelée chaîne de collision. Nous aurons également une zone de suture entre les deux plaques qui va être très déformée avec de nombreuses failles. Le relief est accommodé par un épaississement crustal, donc que j'ai légendé avec racine crustale, les deux termes sont acceptés. Et cet épaississement crustal, il va induire que la croûte inférieure va fondre partiellement, donc c'est l'anatexie.
La lithosphère est élastique et du coup elle va accommoder le poids de la chaîne de montagne avec la formation du bassin d'avant-pays qui est schématisé dans la zone d'avant-pays. Et le matériel de la plaque inférieure, il va pouvoir subir un métamorphisme de haute pression, comme nous l'avons vu avant, avec les faciès schiste vert, schiste bleu et clogite, pouvant entraîner la subduction. Et donc je vous rappelle qu'on a notre lithosphère continentale, qui est composée de la croûte continentale avec le manteau lithosphérique, ces deux éléments étant séparés par le Moho. Dans une plaque continentale, le Moho va être à peu près à 30 km de profondeur, et au niveau de la racine crustale, cela peut aller jusqu'à 50-60 km de profond. Alors, enfin, nous allons passer à l'impact de la subduction sur le fonctionnement des dorsales océaniques. Du coup, qu'est-ce qu'une dorsale océanique ? Elle est aussi appelée crête médio-océanique, et c'est le lieu de création de la croûte océanique à partir du refroidissement d'un magma émergent. Il existe deux types de dorsales, les dorsales lentes de type LUT et les dorsales rapides de type HUT. Donc là, ça commence à être un niveau universitaire sur ces dernières diapositives pour pas mal de choses, donc ne vous étonnez pas si vous êtes collégien ou lycéen. Du coup, le type LUT, elle contient de la lherzolite, alors que le type HUT contient de la harzburgite, qui n'ont pas les mêmes quantités de SI. Et toutes ces dorsales vont créer du magma, sauf que dans le cas d'une dorsale rapide, on va avoir une chambre magmatique, alors que dans la dorsale lente, on va avoir des fusions partielles diffuses et aucune chambre magmatique. Le dynamisme de ces dorsales est contrôlé par les marges actives et passives. Quand nous avons une subduction, on a donc une marge active, et dans ce cas-là, la dorsale qui est au milieu de l'océan est rapide. Quand nous avons des marges qui sont passives, donc sans subduction, les dorsales seront lentes. Notons aussi que le dynamisme d'une même dorsale peut être modifié dans le temps. On peut avoir une dorsale qui est lente, puis sur un des deux côtés, on va avoir une entrée en subduction, et du coup cette dorsale lente va devenir une dorsale rapide. Nous noterons aussi plusieurs éléments au niveau du schéma. Par exemple, la dorsale rapide crée un grand bombement, car nous voyons que nous sommes à 200 mètres de la surface sur le point le plus haut, alors que pour la dorsale lente, sur le point plus haut, donc qui est l'épaule du rift, nous serons à 2500 mètres du dessus de l'eau. J'ai un petit peu détaillé aussi par exemple sur le schéma de droite la composition de la croûte océanique, avec les basaltes en coussin et les gabbros qui sont typiques de la croûte océanique. Nous avons toujours notre manteau lithosphérique en dessous pour limiter notre lithosphère. Et en dessous, à partir de 1300 degrés Celsius, nous aurons l'asténosphère, qui est donc à environ 100 km. Au niveau de notre rift, donc nous aurons des failles normales qui va dessiner des blocs basculés. Et voilà, c'est fini pour ce cours. Donc je vous laisserai me dire si cela vous a aidé, si vous avez des questions complémentaires, et me dire donc si vous avez d'autres sujets que vous voudriez que je traite en priorité. Sur ce, bonne continuation, bonne révision et à la prochaine vidéo.